dans ce nouvel épisode de Nurse, le podcast de l'ESNO, l'Association européenne des infirmiers spécialisés. Je suis Joséphine Leclé et extrêmement ravie d'accueillir Christine Willems avec moi aujourd'hui dans les studios. Alors Christine, qu'est-ce que ça fait d'être derrière un micro Ça va? Tout va bien? Ben oui, ça va. Je suis ravie de pouvoir communiquer ma passion de mon métier. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important de pouvoir témoigner. Parfait. Est-ce qu'on peut commencer par Qui es-tu, Christine? Parce que moi, j'ai l'occasion de te connaître via mes activités au sein de l'ESNO. Et ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir discuter de l'autonomie infirmière. C'est le focus de notre podcast aujourd'hui. Mais si on savait prendre quelques minutes pour te dresser un petit peu le parcours ton parcours infirmier, en fait. Et ton parcours de vie. Oui, je suis infirmière. J'ai été diplômée en 1979. Et j'ai commencé directement à travailler aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, où j'ai exercé la fonction d'infirmière spécialisée en salle d'opération, puisque à l'époque, la spécialisation n'existait pas. Et elle était organisée par l'Université catholique de Louvain en cours d'emploi. Et après 2 années, on recevait un certificat de l'UCL d'infirmière spécialisée en salle d'opération. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans, d'abord en chirurgie cardiaque et orthopédie. Et puis, pendant quelques années, j'ai aussi été enceinte. J'ai eu 4 grossesses jusqu'en 1987, entre 82 et 87. Et donc, à l'époque, on n'était pas encore écarté. Et donc, j'ai dû instrumenter dans des secteurs un peu plus light, comme l'ORL, la stomato, où on pouvait être plus relax dans l'instrumentation. Mais c'était quand même des instrumentations très sérieuses, hein. Et puis j'ai pris une année de pause carrière pour faire une année de pédagogie. Et quand je suis revenue, ma chef de service m'a proposé de prendre la fonction de formation des infirmières de salle d'opération, de toutes les nouvelles infirmières. Et pendant 10 ans, c'est ce que j'ai fait. Jusque en 1998, où l'AFISO, l'Association francophone des infirmières de salle d'op, est parvenue, grâce à du lobbying, à obtenir avec un financement, mais surtout la reconnaissance et le fait qu'on puisse créer la spécialisation en salle d'opération. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait à l'école, dans une haute école. Donc, tu as participé à la création des spécialisations. J'ai participé un peu à la création de la spécialisation, mais c'est surtout Cathy Delannoy qui a été une des premières présidentes de la FISO, à qui on doit ça. Et donc, on reviendra sur tout ça en détail. Et puis après... Quel beau parcours déjà. Et vas-y, oui. On est dans les années 2000 là. Oui, et puis là, je suis passée de l'hôpital à l'école. Et j'ai été d'abord maître assistant et maître de formation pratique, où j'allais superviser des étudiants en stage, bien sûr en salle d'opération. Et puis après, je suis devenue coordinatrice de la spécialisation. Et pour pouvoir être à l'école, j'ai dû faire le master en santé publique. Et puis, ben voilà, je me suis intégrée dans la FISO. Et puis, petit à petit, quand on met le doigt dans l'engrenage, eh bien, on met un doigt. Et puis, j'ai représenté la FISO à Léorna, et puis Léorna à ESNO. Et puis... Léorna, si tu sais définir pour Léorna, c'est l'association. Les gens ne savent pas. Parce que parfois, on ne sait pas. C'est l'Association européenne des infirmières de salle d'opération. Donc ça t'a permis de voyager aussi. Ça m'a permis de voyager beaucoup, de rencontrer plein de collègues de tous les pays européens et même un peu en dehors, d'avoir un réseautage incroyable et de finalement pouvoir un peu voir les différences qu'il y avait dans les différents métiers d'infirmière, les façons de les exercer, essentiellement en salle d'opération, mais finalement aussi un petit peu en dehors quand on discuter avec nos collègues. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on ramène énormément de choses quand on discute comme ça avec des gens passionnants. Un beau parcours. Oui.
Bravo déjà pour tout ça. Et moi, maintenant, je suis curieuse de savoir un petit peu, pour toi, quelle serait la définition de l'autonomie infirmière? Donc, je vois que tu es passé de l'hôpital à des rôles de coordination, des rôles de soutien des étudiants, de la représentation au sein des associations, des études de master, tout ça. Donc, fait une carrière assez complète et assez diversifiée. Et donc, je me demande, tiens, pour toi, l'autonomie infirmière, quand je te dis ça, quels sont les premiers mots qui viennent dans ta tête et ça veut dire quoi pour toi? L'autonomie infirmière, elle n'est pas toujours très bien visible, ou les infirmières ne la rendent pas forcément visible, mais il y a déjà tout ce qui est démarche en soins infirmiers, qui est la façon dont l'infirmière va aborder le soin en évaluant les besoins du patient, en voyant un peu au niveau du soin comment elle va se planifier toute son organisation, en le réalisant et puis en évaluant ce qu'elle a fait pour peut-être l'améliorer par après. Et tout ça dépend aussi, tout ce qu'elle va mettre en place va dépendre de sa façon d'appréhender les choses avec sa formation. Avec aussi des possibilités de référence à des recommandations de bonnes pratiques, à de l'EBN. Et donc, pour avoir ces références-là et être au top avec toutes les nouveautés qui existent dans le métier d'infirmier, ben, il faut se renseigner, il faut faire de la formation continue. Et, Il faut développer cet esprit critique il faut avoir un d'analyse. esprit critique et je pense qu'à l'école, c'est vraiment quelque chose qu'on développe énormément. On essaye d'insister très fort sur le jugement clinique pour pouvoir avoir son autonomie. Et effectivement, il y a des endroits où les infirmiers peuvent vraiment développer leurs autonomies. On y reviendra peut-être Dans des endroits, dans tu veux dire des pays différents ou des services différents? des secteurs différents en diabétologie. Et bon, quand on parle de l'autonomie de l'infirmière, il y a bien sûr, on doit travailler en interdisciplinaire et très souvent avec les médecins. Le problème, à mon sens, c'est l'image que l'infirmière a encore au niveau du public. Et on garde sur les épaules un poids de l'histoire et du fait que les premières infirmières étaient des religieuses et donc dévouées corps et âme à leur métier, et aussi bien dépendantes du bon vouloir des médecins qui avaient... Très patriarcal voilà, comme exactement. approche. Oui, Oui. oui. Et donc, il faut, je pense, les soins infirmiers ont bien évolué depuis lors et malheureusement, il y en a encore qui restent avec cette image et je pense que c'est à l'infirmière elle-même et aux infirmières de montrer qu'elles sont capables de réflexion, d'autonomie, d'analyse et que toute cette autonomie que l'infirmière a dans le développement de soins de qualité a un impact énorme sur la qualité des soins, sur le confort du patient, sur le fait que les soins et le séjour du patient à l'hôpital va être peut-être raccourci ou rallongé si les soins ne sont pas bien faits. Plus adapté, en fait. Oui. Les soins seront plus spécifiques Oui. et Oui. avec une meilleure peut-être compréhension de... Et j'ai lu quelque part que plus une infirmière changeait, ce qui n'est pas mon cas, mais plus une infirmière change de secteur de travail, plus elle a dans sa tête des situations différentes et qu'avec ça, ça augmente encore sa façon d'analyser les situations de soins dans lesquelles elle va se trouver et que son autonomie sera encore meilleure dans ce genre de choses. Ok, merci. C'est une belle transition sur ces expériences parce que j'aimerais bien, si on arrive à, et ce serait chouette qu'on puisse le faire sur ce podcast, identifier des facteurs clés qui favorisent cette autonomie. On parlait de l'environnement il y a quelques instants, j'entends la formation aussi, mais est-ce que tu as, par ton expérience, par tes lectures scientifiques, pu identifier
des facteurs qui favorisent cette autonomie, qui améliorent la qualité la qualité des soins, la qualité de la prise en charge, le ressenti des patients? Bah, de toute façon, il y a déjà la formation, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure. Plus on a une formation de haut niveau, et il y a des études qui le prouvent, hein, RN Forecast montre que plus on a des infirmières qui sont formées à un haut niveau, et moins on a de morbidité et de mortalité. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ben, le jugement clinique, l'autonomie que les infirmières ont, vont être de meilleure qualité, et donc ça va permettre l'augmentation de la qualité des soins. Il y a aussi, ben, pour aller compléter la formation, tout ce qui est formation continue, parce que c'est pas, on a peut-être 4 ans d'études maintenant en Belgique, 3 dans d'autres pays, 3 ans et demi dans certains. Hein, on a voulu harmoniser avec Bologne, c'est pas tout à fait ça qui a été On aura un fait. point législation plus tard, si tu veux, dans notre discussion. Mais... Et donc, il faut continuer à se former, parce que s'il y a bien un secteur où ça change beaucoup, c'est l'évolution des techniques, c'est la médecine qui évolue, et donc il faut se tenir continuellement au courant pour pouvoir ben, avoir cette réflexion et donner aux patients les meilleurs soins possibles en fonction de l'évolution des techniques. Donc, la formation continue est aussi très, très importante. Et là-dedans, ben, par exemple, les associations professionnelles peuvent avoir un rôle très important à jouer, parce qu'elles peuvent, chacune dans leur domaine, développer des choses qui sont importantes pour développer cette autonomie, comme le leadership, comme le bien-être au travail, hein, on en parle énormément maintenant. Et je pense que les infirmières ont besoin de ça, parce que ben avec la pénurie qui existe un peu partout dans le monde au niveau infirmier, il faut faire un peu en sorte que les infirmières se sentent bien chez elles, dans leur service. Il faut être bien dans ses baskets, bien dans son cœur, voilà, dans sa tête pour pouvoir travailler correctement et être... prendre les bonnes décisions aussi. Donc, je pense que ça, c'est des choses importantes. Quelque chose qu'il faut aussi très fort développer, à mon sens, c'est l'identité professionnelle. Malheureusement, les infirmières, à mon sens, n'ont pas une identité professionnelle assez forte. Et elles sont très effacées. L'exemple que tu me donnais tout à l'heure, parce que je trouvais qu'il était très intéressant, c'est « Ah ben tiens, je suis infirmière, je suis juste infirmière, je ne suis qu'infirmière. » On ne parlerait pas ça. Mon plombier, quand il vient, il me dit pas « Je suis qu'un plombier, je suis juste un plombier. » Oui, ça me fâche très fort quand j'entends ça, parce que je suis infirmière et fière de l'être. Et si on se présente comme ça a un autre... on pourrait faire des beaux t-shirts, je suis infirmière et fière. Voilà, ça a un impact différent que de dire, moi, je ne suis que infirmière. Mes collègues vont me reconnaître quand elles m'entendront. Non, je suis infirmière et je suis fière. Voilà, exactement. Je me suis battue pendant toute ma carrière pour dire aux étudiants, si je vous attends jamais un jour dire ça, je serai vraiment très fâchée et j'aurais raté ma mission. Mais donc je pense vraiment que c'est important. Ce lien-là avec l'éducation et la fierté du leadership, ce genre de choses, on en discutait lors du congrès de l'ESNO à Milan. Et dès la première année, on doit commencer par cette fierté. Et fierté, c'est peut-être pas le mot, mais ce leadership et cette responsabilité de soignant dès les premiers instants de la formation et du cursus académique qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te souviens de ces discussions qu'on a eues. Oui, puis il y a aussi tout ce qui est mentorat aussi, hein, le leadership. Bon, il y a bien sûr les infirmières chefs ou les cadres ou les infirmiers qui sont responsables de l'accueil des nouveaux, qui doivent montrer leur passion, qui doivent essayer de transmettre ça et pas montrer déjà qu'ils sont blasés. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et je pense que c'est pas toujours comme ça. Et quand on a des infirmiers qui ont ou des jeunes infirmiers qui arrivent dans des services où ils sont pas très bien accueillis,
eh bien, ils vont, comme vu la pénurie, ils peuvent aller voir où ils veulent, ils trouveront de la place, eh ben, ils auront plutôt tendance à aller voir un service qui va bien, où ils se S'ils sentent décident de bien. continuer, parce que parfois l'accueil est tellement Ouais, euh, ils sont écœurés. délicat et Ouais, il y a des collègues à toi de Bruxelles qui ont démontré que le burn-out étudiant ouais, était une chose réelle et qu'il n'y avait jamais eu autant d'étudiants qui qui arrêtaient leurs études arrêtent. en fin de cursus Oui. avant d'être diplômés. Donc, c'est vrai que nous avons une responsabilité envers nos pairs et nos jeunes soignants, Ouais, quoi. il faut que les infirmières sur le terrain se rendent compte de ça, parce que elles se plaignent parfois qu'elles n'ont personne qui vienne, mais quand les étudiants reviennent de stage de certains services, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour eux. Est-ce que tu as des exemples concrets d'impacts positifs, d'actions qui ont eu des impacts positifs sur l'autonomie en stage ou quoi, si c'est peut-être plus anecdotique ou quoi, mais Mais je pense que le plus positif que les infirmières peuvent faire, c'est accueillir et leur montrer qu'elles sont fières d'être infirmières et qu'elles elles répondent aux questions et qu'elles n'ont pas peur, même si ce sont des questions auxquelles elles ne savent pas répondre, eh bien, je ne on sais pas. cherche et je ne sais pas. Et moi, j'ai toujours dit aux étudiants, un infirmier ou un prof qui vous dit qu'il connaît tout, c'est un menteur. Il y a tellement de choses à connaître qu'on ne peut pas tout connaître. Et donc, ce n'est pas un déshonneur que de dire, ah écoute, tu me poses une question, je ne sais pas y répondre, et on va chercher ensemble. Et on va répondre à ta question. Et puis, ça permet de faire évoluer l'équipe, ça permet de faire évoluer les techniques, et c'est une équipe qui est ouverte et qui va progresser. Quand on a peur des questions, quand on ne veut pas répondre et on a peur du changement, alors on reste dans une, un peu une façon aigrie de voir son métier et on a peur d'évoluer et ça ne fonctionnera pas. Et les étudiants, ils le sentent immédiatement. Pour toi, quels sont les défis de l'autonomie? Quels sont les freins? On a dans les unités, voilà, moi je travaille, je suis encore active dans des unités de soins. Bah, parfois, on veut faire des choses et on ne sait pas, que ce soit au niveau du management, au niveau des ressources, au niveau du temps, au niveau des patients. Voilà, comment est-ce que, face aux défis liés à notre autonomie, on pourrait mettre des choses en place dans un point de vue très local d'abord? Mais il faut d'abord avoir le soutien de la hiérarchie, parce que si on n'est pas soutenu de façon, si l'autonomie des infirmières est mal vue par les médecins, par exemple, ils vont restreindre très fort l'autonomie de l'infirmière et si elle ne peut pas agir comme elle a les compétences, eh bien, ça va aussi être très frustrant. Il y a tout ce qui est législation. Il faut Ouais. se... On fera la Ah, législation, je vais y arriver. ah Si on d'accord. reste sur un point de vue local, est-ce que tu penses que c'est générationnel aussi parfois? On peut avoir ce cliché des vieilles infirmières qui veulent pas changer. Ouais, voilà, maintenant, tu es toute jeune pensionnée, donc je ne veux pas te traiter de vieille infirmière, mais d'infirmière pensionnée, ce qui est une grande fierté de pouvoir voir une infirmière qui arrive en fin de carrière. Ça, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus rare. Mais je vois que tu as envie du changement et tout ça. Est-ce que les jeunes sont comme ça? Est-ce que les infirmiers qui ont 15 ans d'expérience, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel avec ça par rapport au changement et du côté médical aussi? Je pense qu'au niveau médical, pour commencer par ça, ça évolue très fort. Au niveau générationnel, tout ce qui est patriarcat, le médecin tout-puissant, je pense que ça évolue très fort dans le bon sens et que le respect mutuel entre l'infirmier et le médecin ou le médecin et l'infirmière, à condition que l'infirmière travaille de façon professionnelle, ça se passera très très bien. Pour les infirmières, il y en a qui, et ça, moi je trouve pas là par contre que c'est une question générationnelle. On peut être très 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 ouverte au changement en ayant pratiquement fini sa carrière et être réticent au changement parce qu'on en a peur, parce que évidemment parfois c'est pas très sécurisant de vouloir changer ou d'accepter les changements. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a fait le changement, c'est très enrichissant. Et donc, il faut être ouverte à ça, et c'est pas toujours le cas.
même à 25 ans. Quand on a fait le début tu as retracé ton parcours professionnel, il y avait l'introduction de la spécialisation et tout ça. Est-ce que tu as pu remarquer que justement cette autonomie, elle augmentait au travers de la spécialisation et ô combien avoir une formation plus spécifique était nécessaire et permettait aux infirmiers et infirmières d'accomplir en fait des soins de meilleure qualité? Mais ça, c'est évident. Quand on fait une spécialisation, on acquiert des compétences tout à fait spécifiques dans le domaine dans lequel on se spécialise. Quand on fait des études d'infirmiers, on appelle ça les infirmiers responsables de soins généraux. Alors peut-être qu'ils ont un peu, ça dépend un peu des écoles et peut-être des pays, mais la majorité des soins sont réservés dans des secteurs généralistes de médecine, de chirurgie. Il y a des endroits en Belgique où on a la chance de pouvoir leur donner un exemple ou d'aller un peu picorer par-ci, par-là pour voir dans les services spécialisés comment ça se passe. Mais c'est une toute petite initiation. Et on ne peut pas dire qu'ils sont autonomes quand ils vont sortir de l'école pour aller travailler dans ces secteurs-là. Et donc, une spécialisation donne des compétences spécifiques. Un accès à une annexe. Voilà. Et puis, il y a des associations professionnelles qui se sont battues, comme ici en Belgique, pour avoir des actes spécifiques. En France, je sais que ça existe aussi maintenant. Et donc, tout ce qui a été amené en Belgique, on appelle ça des annexes à la liste d'actes. En soins d'urgence et soins intensifs, les titres et CISU, elles ont ça. Maintenant, voilà, la SALDOP a les soins périopératoires ont l'annexe 5. C'est peut-être pas des listes monstrueuses, mais c'est vraiment une reconnaissance des actes et de l'autonomie accrue des infirmières dans certains domaines. Et donc, je pense que c'est important. Et puis, c'est aussi une façon de continuer à se former. Et je pense que beaucoup d'associations professionnelles spécialisées organisent des très chouettes formations continues au niveau de l'ESNO, au niveau des associations européennes, il y a énormément de choses aussi. Et donc, ça vit beaucoup et ça bouge beaucoup et ça donne envie d'aller de l'avant et tout ça crée un certain dynamisme. Une émulation positive. Oui. Oui, tout à fait. Tant qu'on est sur le point association, il y a aussi ce plaidoyer au niveau des associations. Il y a tout ce qui est formation qui est donné aux membres et aux personnes non membres, mais il y a aussi tout ce travail de plaidoyer au sein de l'UGIB, au sein d'autres organes de décision. C'est quelque chose que tu as pratiqué Oui, moi, au niveau politique, au départ, les infirmières, elles ne sont pas très tournées vers ça. Et pour l'avoir vécu au niveau de la physio, on se demandait pourquoi on n'obtenait jamais ce qu'on voulait ou ce qu'on demandait, mais finalement, on tapait jamais à la bonne porte. Et quand on s'est rendu compte que il fallait qu'on fasse un peu de politique, ou en tout cas qu'on fasse du lobbying, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être entendu et reconnu par les politiciens. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'au niveau belge, c'est comme ça, mais au niveau européen, ESNO a toute en fait, tout ce qu'il y a comme lobbying au niveau du Parlement européen est vraiment essentiel parce que pour pouvoir avoir une reconnaissance européenne du statut d'infirmier spécialisé et que l'ordre ou la recommandation, c'est même plus une recommandation, c'est par une directive, comme pour les infirmières en soins généraux, voilà,
pour être infirmière spécialisée, il faut avoir un master, ou c'est plutôt vers ça qu'on se dirige au niveau recommandation européenne, mais avoir un master, avoir fait ceci, cela, avoir ça et ça et ça en termes de cours et de stages, ça va permettre d'harmoniser un petit peu plus les choses parce qu'il y a tellement de diversité dans les spécialisations que je pense que il faut que ça vienne d'en haut et pas du petit travail de chaque nation. Oui, il faut une vision globale de la globale. spécialisée. Oui. Et là, ESNO a une vraie importance et je pense que ESNO travaille vraiment fort là-dessus. C'est le cas, c'est le cas. Oui. On parlait tout à l'heure de RN Forecast qui montre que plus on augmente le nombre de patients par infirmier, donc l'évidence, elle est là, les données, elles sont là. Comment est-ce qu'au niveau légal, ça ne change pas? J'entends les plaidoyers, tu vois. Est-ce qu'il faut faire plus de ce qu'on appelle de storytelling, d'expliquer nos histoires du terrain? Comment est-ce que tu approcherais pour avoir plus de changements législatifs, quoi? Alors... Quelle question! Oui. On a fait du lobbying au niveau politique, mais je ne suis pas très politicienne dans l'âme. Mais je pense que on a malheureusement des problèmes financiers dans pas mal de pays. Et donc, il faut faire des économies. Et donc, il faut essayer qu'au niveau de la santé, il y en ait le moins possible. Parce qu'évidemment, si on a des infirmières spécialisées, il faut les payer plus. Si on a des infirmières mieux formées, il faudra les payer plus. Ça coûte cher en formation. Et donc, et puis, je pense qu'il faut aussi que les politiciens se rendent compte qu'il faut faire du lobbying pour recruter les infirmières, pour amener des infirmières soit à rester ou à des nouveaux jeunes qui s'engagent dans la profession. Dans cette belle profession qui est la nôtre. Mais c'est parfait de vouloir s'engager dans cette belle profession qui est la nôtre, parce que moi, j'ai vraiment une dernière question pour toi. Et en fait, c'est parce que je me dis, maintenant, quand je vois tout ce que tu as déjà fait, en fait, est-ce que tu ferais pareil? Est-ce que, si je vois Christine, 18 ans, qui sort de l'école, est-ce que tu recommencerais une carrière d'infirmière en 2024 ici? Est-ce que tu t'engagerais pour 4 ans d'études, puis te spécialiser peut-être en soins intensifs et de médicale urgente ou au bloc-op, je ne sais pas. Mais tu vois, est-ce que tu recommencerais ce métier qui a été le tien et qui est toujours le tien? Oui, sûrement. Un grand oui. Oui, un grand oui. Oui. Et d'ailleurs, quand on a révisé les études d'infirmier il y a quelques années pour s'adapter à Bologne, qu'on est passé en 4 ans ici en Belgique, quand j'ai vu le programme, je me suis dit, j'aimerais bien refaire la 4e année avec tous ces cours sur le leadership, sur l'identité professionnelle, sur la communication, sur toutes des compétences qui m'ont manqué quand j'ai fait mes études, où on était très fort sur tout ce qui était technique, anatomie, physiologie. Oui, bien sûr, ça existe encore, mais il me manquait quelque chose à la fin, et ça, on l'a mis dans la 4e année ici en Belgique, et je trouve ça remarquable. Donc, vraiment, oui, et je n'ai jamais été déçue de mon métier. J'ai toujours vécu ce métier de façon extraordinaire, et c'est vrai que j'ai travaillé que en salle d'opération. C'est pas un que négatif là, hein, mais on a un métier tellement incroyable où on peut avoir un panel de choix. Dans n'importe quel domaine, on peut avoir de la médecine, de la chirurgie, de l'extra-hospitalier, de l'intra-hospitalier, on peut faire du préventif, du curatif, de l'économie, du plaidoyer. On peut être prof, on peut travailler dans la délégation médicale, donc on a vraiment dans la recherche. On a tellement de possibilités et il y a vraiment peu de métiers qui proposent tout ça. Et celles qui s'embêtent, elles ont qu'à essayer d'autres choses. Il y a plein de trucs qui existent. Parfait. Je pense que c'est une magnifique conclusion. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Rengagez-vous, il disait. Et voilà, merci beaucoup Christine pour ce beau témoignage qui montre au travers de toute ta carrière comment l'autonomie a évolué par les années, par la représentation professionnelle, tant au niveau belge qu'au niveau européen par les SNO. Et je suis ravie de pouvoir continuer à travailler avec toi et j'ai hâte de voir ce que notre métier nous réserve pour les mois et les années à venir. Oh, mais ça va évoluer encore, hein, ça j'en suis sûre, mais dans le bon sens. Il faut être positif et optimiste. Merci beaucoup Christine. Merci aussi.